Alors Stéphane Zagdanski, vous êtes un drôle de loustique, vous publiez Pauvre de Gaulle aux éditions Pauvert, ça ressemble à rien, hein. C'est un livre, c'est extrêmement drôle à lire, c'est très gros, il y a à la fois beaucoup de notations sur de Gaulle, mais sur Churchill, il y a des histoires d'amour, il y a du cul, enfin il y a tout, c'est tout mélangé, et c'est vrai que c'est très drôle. C'est le dernier pavé de mai 68. Ouais. Voilà. C'est d'un printemps là à l'autre. Mais c'est mai 68, vous êtes anti-tout, vous êtes anti-de Gaulle. Non, vous êtes pro-Churchill. Non, pas vraiment. Je compare les deux et je trouve qu'en effet, à côté de Churchill, à côté de l'humour très décontracté de Churchill, de Gaulle fait un peu baudruche bavarde, si vous voulez. Voilà, il est un peu raide, un peu compassé. En comparaison, mais c'est juste pour comparer deux hommes qui sont contemporains. Mais je ne suis pas plus pro-Churchill que... Alors, Pauvre de Gaulle, ça se prétend un roman, mais... C'est un roman. C'est un roman. J'y ai mis beaucoup de cœur et il y a beaucoup de moi et également des souvenirs. Oui. Donc voilà. L'heure chaotique d'un récit morcelé. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est vrai que je ne crois pas que c'était un don naturel. J'avais probablement pas plus de mémoire que d'autres. Simplement, le fait du danger, d'une situation de danger total et l'angoisse faisait que je vivais aux aguets, que donc tout s'inscrivait très très fort. Mais je ne comprenais pas le sens, je ne savais pas ce qu'on était en train de vivre, si vous voulez. C'est un point commun que vous avez avec De Gaulle, qui avait aussi une mémoire qui étonnait tous ses contemporains. Il récitait du Edmond Rostand comme ça. Oui, moi celle-là, je ne l'avais pas. Nous, c'est une mémoire visuelle de la... C'est beaucoup mieux, évidemment, c'est beaucoup mieux. Oh, pourquoi? Ah, parce que c'est plus sensuel, plutôt que de réciter, vous voyez. Je peux poser une question à Michel Descassines. Oui, nous parlions tout à l'heure, avant l'émission, avec Jean-Marc Parisi. Peut-être plus précisément, j'ai vu des choses que j'aurais mieux aimé ne pas voir. Mais c'est quoi? Alors je les vois de deux manières maintenant. Comme enfant, je les vois et c'est insupportable. Comme adulte, je comprends. C'est-à-dire que au moment même où ma mère agonisait, mourait d'un cancer à 30 ans, ah oui, c'est celle-là, mon père, dans côté, la pièce voisine, faisait la cour à une jeune femme tout à fait séduisante, ce qui est à la fois horrible, ça vous écrivez dans le livre, ça c'est l'enfant, juste la cour, parfaitement compréhensible. C'était peut-être davantage que la cour. Comment? Non, c'était peut-être davantage. Voilà, oui. Ça fait partie des choses oui, c'est ce qu'on se demande quand que la mémoire oui. Censure. Oui, on a l'impression que vous êtes censuré vous-même. La mémoire en fait une coquille. C'est la mémoire qui... on peut revoir avec une parfaite précision, tout le monde le sait bien, telle scène d'enfance et une autre scène qui s'est passée le même jour, à la même époque, au même moment, on l'a complètement oubliée. Michel Del Castillo? Oui, vous voyez opiner là. C'est tout à fait juste. En plus, moi, j'étais j'étais bouleversé par le bouquin de Jamais. La mémoire de a fait une coquille. Elle a transformé le M de l'amour en cours, vous voyez. Donc c'était une scène proustienne, finalement. Il était en train de faire l'amour dans la cour. Il y a les intermittences du cœur, il y a aussi les intermittences de la mémoire. Exactement. Oui, parce que le principe généreux suivant lequel vit notre société est que les enfants ne sont pas coupables des fautes des pères, mais la réalité est que naturellement les enfants participent largement au paiement de la faute des pères. Mais ils se sentent coupables, enfin la société les rend coupables. Le regard des autres. Entendu, imaginez, ça n'est pas le cas, je prends un exemple énorme pour faire comprendre. Imaginez quelqu'un qui soit parfaitement innocent, qui a 1 an 45 et qui s'appelle Hitler. Vous croyez qu'il aurait une vie normale avec ses petits camarades? Bon, les enfants de Darnan, les enfants de Laval n'ont pas vécu une vie normale. Et je vous dis, à tel ou tel degré, tous les enfants dont les parents, par dizaines de milliers ou centaines de milliers, ont été incarcérés, ont été socialement proscrits, ont vu leur carrière interrompue ou ont été fusillés à la Libération, ils en portent naturellement le poids. C'est quelque chose d'invisible. Regardez quelqu'un comme Dominique Fernandez. Vous voyez quelqu'un comme Marie Schex. Vous voyez des gens comme Gérard Lenormand, Richard Boringer, dont la seule faute est d'avoir une mère qui a eu un enfant avec un Allemand. Ça pèse. C'est encore plus vaste sur toute la vie. Que cela, parce que je crois que c'est un grave problème, en effet, de la France d'aujourd'hui et de la France depuis 50 ans. C'est en effet cette culpabilité dont vous parlez, qui n'est pas simplement une culpabilité privée, d'ordre privé. Je crois qu'on peut dire que l'ensemble des Français de cette époque-là se sont comportés plus ou moins comme votre père à vous, comme vous le décrivez très bien, c'est-à-dire dans un registre intellectuel et littéraire, c'est-à-dire d'une manière un peu veule, disons, passive, une sorte de collaboration passive que vous décrivez très bien, et c'est ce qui a été la réaction de l'ensemble de la France, et la culpabilité suscitée par cette veulerie-là, c'est-à-dire de baisser les yeux,
Les enfants, les petits-enfants de ces gens-là qui ont vécu pendant la coloration ont vu leurs parents baisser les yeux. Et ils continuent aujourd'hui, je crois, de baisser les yeux. Ça se transmet comme une névrose. Dans le cas de mon père, si vous le permettez, c'est moins l'aveulerie que l'aveuglement, ou ce qui apparaît maintenant comme un aveuglement. Il faut savoir que jusqu'à la fin de 1942 à peu près, ou début 1943, jusqu'à Stalingrad, l'immense majorité des Français pensaient que l'Allemagne avait gagné la guerre, qu'en tout cas elle ne la perdrait pas, et un grand nombre de Français pensaient que puisque l'Allemagne avait gagné la guerre, c'était avec l'Allemagne quelle qu'elle fût qu'il faudrait construire l'Europe future. C'est de la veulerie. Ce que je voulais dire sur cette culpabilité, entre la culpabilité personnelle et la culpabilité collective, c'est que cette culpabilité personnelle qu'on ressent à la lecture de votre livre, la honte n'a rien à voir avec cette culpabilité collective que l'on ressent maintenant rétrospectivement. Mais bon, je suis né à peu près à la même époque, mais mes souvenirs ne sont pas des souvenirs de culpabilité collective, mais sont au contraire des souvenirs de la libération. Et ma culpabilité à moi commence avec la guerre d'Algérie, c'est autre chose. Et l'espèce de culpabilité collective que l'on a sur la guerre, etc., c'est quelque chose qui s'est construit autour de ces 20 dernières années. Il faut quand même... Quand on avait la guerre d'Indochine, je peux vous assurer, ou la guerre d'Algérie, on ne pensait plus beaucoup à ce qui s'était passé avant. C'était pas ça notre problème. Notre problème, c'était ce qui se passait de l'autre côté de la Méditerranée, et autrement plus, et si on était coupable, c'était ce qui se passait de l'autre côté. Et quand on voulait réagir et quand on voulait bouger, on bougeait vis-à-vis de ça. Mais la guerre, c'était à l'époque une page totalement tournée. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a construit maintenant. Alors maintenant, la guerre est devenue ce qu'elle est devenue, et la guerre d'Algérie, ma foi, on l'a totalement oubliée. Qui se souvient de la guerre d'Algérie aujourd'hui, qui était au cœur de nos jeunesses à nous? J'ajouterais, si vous le permettez, que, comme mon voisin, on a d'autant plus tendance à condamner le comportement des Français pendant la guerre, ou d'un certain nombre de Français pendant la guerre, qu'on est plus éloigné temporellement de la guerre, qu'on la connaît moins bien. Et quand on voit la façon dont s'est conduite la société française dans des circonstances moins dramatiques, mais dramatiques, comme celle de la guerre d'Indochine ou de la guerre d'Algérie, et quand on voit comment les gens se conduisent dans la vie de tous les jours, on se dit qu'il faudrait peut-être faire preuve de moins de sévérité pour le comportement des Français confrontés au drame épouvantable qu'a été la défaite suite de l'occupation, et peut-être relativiser les choses. On va les plaindre d'avoir été, en effet, très couards. Le problème de la culpabilité... Non, d'avoir été occupés pendant 4 ans. Les pauvres. On va les plaindre d'avoir accueilli pendant 4 ans. Ceux qui levaient le nez... Le problème n'est même pas un problème de sévérité, en réalité, c'est un problème de lucidité. Et le problème de la culpabilité, qui est un problème, parce que ça a des effets dans le réel contemporain. On a eu toutes les révélations sur Mitterrand qui viennent aussi de cette période-là. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui nous poursuivent, c'est pas seulement des questions d'histoire privée. En effet, on n'a pas à juger l'histoire privée d'un être, ni de ses parents d'ailleurs, ce sont des choses qui ne regardent que soi. Mais la grande question de la culpabilité, vous faites comme s'il fallait tout oublier. Ah, pas du tout. Tout oublier. Tout simplement que ça remonte maintenant. Vous avez parlé de tourner la page, qui est intéressant. Oui. Le problème de la culpabilité, c'est que... Ce qu'il ne faut pas comprendre, c'est qu'on parle, on a été occupé pendant 4 ans et que vous disiez maintenant, ah les pauvres. Ah, les pauvres. Non, c'était ironique, parce que c'est vous qui paraissez les plaindre, les pauvres Français d'avoir été occupés, c'est-à-dire d'avoir accueilli les Allemands à Paris, les cabarets... Je peux vous assurer qu'ils n'accueillent pas les Allemands. Enfin, c'est un autre débat. Ce que je veux dire à propos de la culpabilité, vous savez très bien que les cabarets parisiens ont mis des publicités en allemand. C'est possible, les cabarets parisiens. 15 jours après l'arrivée des Allemands sur les Champs-Élysées, etc. Et puis bon, il y a eu des peuples qui ont résisté différemment. Les Anglais n'ont pas été occupés. Les pauvres, ils n'ont pas été occupés, les pauvres. Ils n'ont pas eu cette chance. Oui, je vous laisse la responsabilité de dire d'avoir la chance d'être occupé. Vous voyez, le problème de la culpabilité, c'est qu'elle est refoulée. Avec ironie. Le problème dans la partie de l'Angleterre qui a été occupée, c'est-à-dire les îles anglo-normandes, de Jersey et Guernsey, on a eu tout naturellement des comportements semblables à ceux qui existaient dans la France occupée. Il n'y a pas eu un gouvernement de... Écoutez, c'est de l'histoire. On ne devrait même pas se disputer sur ces questions-là. Là, c'est de l'histoire. On est en train de parler du pétinisme, de Vichy. Pourquoi il n'y a pas de pétinisme, mais Vichy... tourner la page. Et pour moi, ce qui me choque toujours, c'est quand on parle de tourner la page, c'est comme si on voulait effacer la page. Mais non, ce qui nourrit la culpabilité. Je veux dire le meilleur moyen de nourrir la culpabilité aujourd'hui, c'est de la Pardon de parler de la guerre d'Algérie. Parlons de la guerre d'Algérie, c'est la même chose. Voilà. On a aussi tourné la page sur la guerre d'Algérie. Oui, on a tourné la page et maintenant personne ne s'en plaint d'avoir tourné la page. Si, les harkis s'en plaignent. Et moi, je m'en plains aussi. Et moi, je ne tourne pas la page sur la guerre d'Algérie. Moi non plus, je ne tourne pas la page justement sur la guerre d'Algérie. J'y reviens dans mon livre et j'y reviens sur la guerre d'Algérie. Écoutez, si vous permettez, je voudrais juste dire, je voudrais revenir au livre parce qu'on est en train de parler d'un livre quand même. Le livre. On va revenir au livre tout à l'heure, Michel Del Castillo. Après la publicité, parce qu'il faut bien vivre. Stéphane Zagdanski, alors vous, c'est des potes, hein, c'est Pauvre de Gaulle, un roman chez Pauvert. Et alors, vous en prenez à tout le monde, hein, vous en prenez à De Gaulle, et bien entendu, qu'est-ce qu'il prend, hein?
C'est un des livres les plus anti-gaullistes qu'on ait jamais lu. Il a été inventé pour ça, c'est l'Himalaya. On s'attaque pas à l'Himalaya avec un cure-dent. Donc, on dirait le coup d'état permanent de Mitterrand par moment. je trouve que c'est moins bien écrit, Mitterrand. Alors c'est très vache aussi pour Mitterrand, c'est très vache pour la France, c'est très vache... Enfin tout le monde... de la grande bibliothèque aussi, je suis très méchant sur le... Architecturalement, hein, c'est le monsieur en face. Oh oui, on continue simplement. Non, juste un mot. Oui. Sur la bibliothèque, c'est extrêmement simple. Et personne ne semble avoir compris. On s'est adressé à un architecte vivant. Alors que si on s'était adressé à un architecte mort, on aurait sûrement eu un bâtiment différent. Et toc, Michel del Castillo, il y avait des gens de droite dans la résistance, et comme on cherche à le faire oublier, il y avait toute une gauche importante dans la collaboration. Oui. À propos de la culpabilité, j'en reviens à ce que disait Zagdanski tout à l'heure. Parce que c'est vague. Vous la voyez où? Parce que moi j'ai plutôt l'impression que les Français ils sont plutôt endormis que coupables. Coupable, à la limite, c'est déjà un sentiment d'énergie. C'est déjà, à la limite, on peut commencer à discuter. Elle se représente comment pour vous, la culpabilité des Français? La culpabilité refoulée, c'est ça le problème. C'est donc la France d'aujourd'hui est sous hypnose pour oublier sa culpabilité. Non, mais par exemple, les Allemands ont été aussi coupables, mais ils ont fait un travail de mémoire et de compréhension de leur propre culpabilité collective. Il ne s'agit pas de faire des procès, il s'agit de comprendre les choses, qui est bien plus admirable, je trouve, et qui fait qu'ils sont un peu plus réveillés par rapport au néonazisme ou au réveil du racisme. Oui, parce que les Allemands ont décidé qu'ils étaient tous coupables, les Français ont décidé que l'État français, Vichy, ça n'avait pas existé. À cause de qui, d'ailleurs? À cause de De Gaulle, évidemment. Ouais. Donc De Gaulle, c'est le grand problème en France, a appliqué un pansement d'amnésie sur une plaie encore purulente. Je ne veux pas revenir sur ce que je disais tout à l'heure, mais en 1944, au moment de la libération, je peux vous assurer qu'on sortait dans la rue et on en sortait et on était heureux et on chantait et on criait et on était... C'était formidable ce qui se passait à ce moment-là. Alors ensuite, on a rien au fond, vous savez. Non, mais excusez-moi, mais enfin... On est heureux d'être libéré, évidemment, on est heureux d'être libéré. Un pays qui perd 100 000 hommes dans la guerre, la drôle de guerre, la guerre 39-40, c'est quand même 100 000 morts, qui perd 100 000 morts dans les bombardements alliés, qui perd des centaines de milliers de déportés, d'internés, dont on a su par la suite que peu étaient revenus, qui a 1,5 million d'hommes prisonniers dans les camps allemands et qui est occupé par une armée d'1 million d'hommes, est un pays qui vit des circonstances légèrement exceptionnelles. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire, c'est ce que j'essaie de dire moi aussi tout à l'heure. C'est un pays qui ne se bat pas pour se libérer d'une occupation n'est pas un pays à plaindre. Vous êtes tous dans la plainte parce que chacun parle que de sa famille et de ses parents. Un pays qui se bat pas. D'abord, il s'est battu jusqu'en 40, d'une certaine manière. C'est la défaite avec un grand D. C'est la débâcle avec un grand D. Je ne vais pas me mettre à faire l'apologie de la résistance. D'autres l'ont fait avant moi, mais il y a eu quand même la résistance. Il ne faut pas la passer par... Stéphane Zagdanski, votre livre, vous l'avez commencé comment? Avec l'idée d'écrire un livre contre De Gaulle, non, c'est ça? Et ça a tourné au roman après? Oui, j'ai le roman. Vous commencez un essai. J'ai le romanesque qui coule dans mes veines. Vous commencez un essai contre De Gaulle, et puis ça tourne à... Pas réellement, pas réellement. J'ai eu l'idée de faire ce livre sur De Gaulle il y a longtemps, bien avant qu'on parle beaucoup de Gaulle, qu'arrive le spectacle de Hossein, qu'arrive le Pléiade, etc. J'ai eu l'idée, si vous voulez, parce que c'est ce dont on est en train de parler, j'ai eu l'idée, l'image, lorsque j'ai vu par exemple en 90 cette immense radio gonflable qui répétait en boucle le discours, d'ailleurs qui n'est pas le discours du 18 juin 40, mais le discours du 22 juin, parce que le 18 juin n'a pas été enregistré, d'une supercherie gigantesque, une baudruche bavarde, ça m'est apparu. Je me suis dit, c'est un défi extraordinaire pour un écrivain. Il n'y a personne pour protester quand il dit on ne veut pas couvrir sa voix. On veut pas, on veut le laisser parler. J'ai eu l'idée, je me suis dit, c'est un défi extraordinaire pour un écrivain d'avoir un tel mythe, une telle propagande, à savoir tous les discours et les écrits de Gaulle et de ce qu'est la France aujourd'hui, puisque la France c'est De Gaulle. Il avait raison. Il y a une telle muraille de mensonges. Pour un écrivain, de pouvoir lézarder cette muraille, c'est un défi extraordinaire. C'est un Himalaya à grimper. Vous pouvez pas reprocher aux Français de s'être couchés dans les années 40, comme vous l'avez fait tout à l'heure, et puis de vous attaquer à quelqu'un qui a sauvé l'honneur. Un des rares qui se soit battu quand même, selon vos critères. Il n'a pas tant que ça sauvé l'honneur, il a menti sur le déshonneur, ce qui n'est pas exactement la même chose. Comment il a menti? Il a sauvé les meubles. Mais il a menti en parlant, tout simplement. C'est une question, c'est une guerre de mots. C'est pour ça que ça intéresse un écrivain. Et j'ai voulu faire un roman parce que, à mon avis, les essais les plus sérieux
ceux de Revel, par exemple, sur De Gaulle, ceux d'un jeune essayiste qui s'appelle Nicolas Tenser, qui a fait un très bon livre, très sérieux, très documenté sur les ombres du gaullisme, a été complètement passé sous silence, quasiment censuré, parce qu'il disait des vérités, mais il les disait de manière trop sérieuse. En 44-45, on ne sortait pas d'une guerre de mots. Le seul jour où De Gaulle a perdu une bataille, une véritable bataille, c'est en mai 68, et il a perdu cette bataille, il a vacillé, et il en est mort d'une certaine manière, lui-même le disait, parce qu'il a perdu la bataille du rire. Le sarcasme, le rire, l'énergie du ridicule, porté sur un totem pareil, je me suis dit, là c'est mon arme. Donc, ça ne pouvait entrer que dans le cadre d'un roman, plus des rapports à ma propre famille, à mes propres grands-parents, mes propres parents, qui sont juifs, qui ont été, eux, poursuivis, n'ont pas eu le temps de se demander est-ce qu'on se couche ou est-ce qu'on se couche pas. Ils n'étaient pas tellement attirés sexuellement parlant par leurs ennemis, qui étaient d'ailleurs des Français. C'était des flics français qui venaient les chercher et qui les poursuivaient. Donc, une histoire de zigzag, de fuite, de ruse, qui coule dans mes veines également. Zagdanski. Et pas de culpabilité. Excusez-moi de ne pas avoir été coupable de quoi que ce soit, voilà. Zagdanski. Vous êtes le seul pas Je suis coupable. Hitchcockien, voilà, je suis innocent dans un monde coupable, voilà. Ou innocent, je suis né innocent, de parents et grands-parents innocents, C'est vrai dans qu'il un monde ressemble de à Henri persécuteurs. Fonda dans le fou coupable, c'est vrai, oui, il y a quelque chose. Est-ce que vous êtes sûr que le sujet du livre, c'est vraiment De Gaulle? Parce que moi, j'ai l'impression qu'en fait, De Gaulle, pour moi, dans le livre, j'ai l'impression que c'est de la pure provoque. Vous vous êtes servi de ça pour faire passer autre chose. Qui est la littérature, vos rapports avec les femmes, vos rapports avec les femmes, amis, parce qu'il y a beaucoup de sexe. Il y a beaucoup de sexe dans le livre. Il faut le lire, et puis c'est un journal intime, hein. il y a un beaucoup de roman choses qui englobe tous les genres. il y a des choses aussi contre les Français. Oui, vraiment, les Français me fatiguent, qu'on ne me parle plus de ces 10 heures de rien. À propos de l'antisémitisme, mais à propos, vous savez, j'ai écrit ça à l'époque où on a eu les révélations sur les phrases insultantes de Mitterrand. Mais encore mort, il continue à faire des siennes sur le lobby juif. Donc ça y va c'est un peu aussi, fatigant. Je voudrais bien ne plus parler d'antisémitisme. De Gaulle et Mitterrand furent de ridicules nabos verbaux. Ah, vous n'y allez pas par le dos de la cuillère. Hein. Oui, ça c'est une question de goût. Moi je préfère en effet Proust, Kafka, Joyce, à la même époque, vous savez. C'est pas le même type d'écriture. Eh ben, dans ce cas-là, on ne peut pas écrire. Quand on n'est pas fait pour être écrivain, on n'écrit pas. Voilà. Il était déjà très bavard. Je pense que Chateaubriand. Je pense que De Gaulle était un écrivain. Mais un mauvais écrivain, on est d'accord. Les mémoires sont un livre superbe. C'est au même titre que Chateaubriand. Ce sont une sorte de langue française que vous aimez peut-être pas, mais c'est une langue française super. Un peu plâtreux, très franchement, un peu plâtreux, un peu... moi je dirais, je parlerais de marbre. Nous avons interrogé plusieurs personnalités pour leur demander des souvenirs, et je vais juste donner la parole un instant à une grande résistante. Nous allons écouter religieusement Dominique Jamais, et vous aurez la parole après. Germaine Fillon, regardez. Je me souviens très bien, très bien de l'effondrement français. Et ensuite, si vous voulez, de mon retour à Paris. Et à ce moment-là, eh bien, les gens que je rencontrais m'ont paru être majoritairement, au fond, je dirais pour la résistance, oui. À l'heure actuelle, beaucoup de gens disent que tous les Français étaient pour Pétain, c'est pas vrai du tout. Tous les Français de zone, beaucoup de Français de zone dite libre étaient en effet pour Pétain. Il y en a qui ont été courageux en disant on va résister, et il y en a d'autres qui ont dit on va faire survivre ce pays, et c'était justement ceux qui n'étaient pas courageux. Ceux-là, ils se sont dit, après tout, pour survivre, c'est peut-être Pétain la bonne solution. Parce qu'après tout, c'est intéressant de faire survivre un pays. Dominique Jamais? Oui, je voulais dire simplement, mais c'est peut-être un peu périmé maintenant, que j'étais anti-gaulliste, et même très anti-gaulliste, mais du vivant de Gaulle. Et que la mort et le temps ont remis les choses en perspective, et que par rapport à ceux qui l'ont précédé, par rapport peut-être davantage encore à ceux qui l'ont suivi, la stature de Gaulle n'est pas tout à fait indigne de la statue qu'on lui dresse. C'est-à-dire qu'il paraît plutôt un grand homme qu'un petit bonhomme. Mais c'est peut-être une vision conformiste des choses que j'exprime là. Mais Stéphane Zagdanski, il préfère Churchill, il n'y a pas d'histoire. Hein. Là, pour vous, c'est le grand qu'il avait talent. plus d'humour. Écoutez, par exemple, le portrait que De Gaulle fait de Hitler dans ses mémoires. Grand talent, un prix Nobel de littérature. Hein, Churchill, pas oublié. Hein. Et Churchill. beaucoup, non, mais grand talent. Beaucoup d'humour dans ses mémoires. Beaucoup plus fasciné que les phrases très cruelles de Churchill sur Attila et sa horde de sauvages qui viennent des... Donc vous voyez,
L'autre avait plus de punch, qu'est-ce que vous voulez. Je trouve De Gaulle, c'était d'ailleurs son surnom quand il était jeune militaire, ressemble à un dindon, et Churchill un bulldog, comme on sait, donc je préfère le bulldog. Je me souviens d'aucune histoire drôle, dont je pourrais voir si aucune, mais les mots du général de Gaulle, il y en a 36 qu'on connu. Alors machin, on baise au milieu d'un conseil des ministres, etc. Il savait prendre les gens un peu au dépourvu. Il aurait fait un merveilleux gagman, mais comme président, avec toute la période de la guerre d'Algérie dont on parlait tout à l'heure. Je trouve que c'est, à part le sourire kabyle, vous voyez, il n'y a pas tellement de quoi rire dans toute cette histoire. Donc je trouve, moi, je crois pas non plus que je ne mettrai pas le sourire kabyle au crédit du général de Gaulle. Non, mais on entend des choses ahurissantes. L'histoire de la guerre d'Algérie. Moi, je ne tourne pas la page, je suis là-dessus. Donc, voyez. Moi non plus, on ne parle pas de la guerre d'Algérie, je ne parle que d'elle. Vous voulez que je vous dise très sérieusement, il aurait fait un merveilleux président sans pouvoir. Ou un roi sans pouvoir à l'anglaise, qui pour moi est le type de constitution idéal, c'est-à-dire quelqu'un dont le prestige, la drôlerie, l'honneur, il avait un certain sens de l'honneur, une certaine droiture, séparé de son avidité de pouvoir gigantesque. Heureusement qu'il a eu un peu de pouvoir justement en 1945. Voilà. Il n'a eu aucun pouvoir en 1945. C'est pas avec ses petits bras qu'il a débarqué en Normandie. Arrêtez, écoutez. Il a quand même réussi à éviter. Il a passé sa guerre à emmerder Churchill et Roosevelt, alors que l'Europe était à feu et à sang, parce qu'il ne voyait pas assez de drapeaux français, parce qu'il était obligé de rencontrer Giraud, entouré par des Américains sur cette belle terre française. On était au Maroc. Faut pas déconner. Il pleut des vérités premières. Son colonialisme paternaliste est à vomir de rire. Voilà. Donc, il était assez drôle, en effet. Il faut avouer aussi qu'il avait un bon public. Il avait quand même des journalistes, les conférences de presse, c'était une grand-messe, des journalistes au garde à vous. Quand même, il prononçait un demi-bon mot. Tout le monde ne hurlait pas de rire parce qu'on était trop respectueux. Il a inventé des mots. C'est très facile. Et il a perdu la bataille du rire face à mai 68. Moi, je trouve beaucoup plus drôle une affiche de mai 68 qui dit Est-ce que Mendes a gagné en 68 alors que c'était quand même notre héros? C'est les pavés qui ont gagné, mon cher Xavier, puisque un an après, il est mort. De Gaulle ils n'ont même pas gagné les pavés en 68. Qu'est-ce qu'ils étaient 5 ans plus tard? Vous connaissez mal De Gaulle, c'est De Gaulle qui dit. De Gaulle dit, mais je ne parle pas des gens en mai 68, je parle des pavés. Qui a gagné en 68? Les pavés. Les pavés, on les a remis en place. 2 mois après, ils étaient en place, ils étaient sous le bitume. C'est De Gaulle lui-même qui le dit, en mai 68 j'ai été blessé, maintenant je suis mort. Et il va voir Franco. Et donc en effet son cadavre à la retraite a encore le temps de faire pas mal de conneries parce qu'il va serrer la main d'un fasciste notoire. Donc, il va voir Franco. Vous savez pas que De Gaulle a été voir Franco en Espagne après être parti du pouvoir en 69? Ah oui, non. Voilà. Ne tournons pas la page. Donc vous parliez de 68, parce que c'est quelqu'un d'autre qui devait voir en 68. Je vous dis, en 69, le 28 avril 69. Et là vous voyez que le journal intime revient. Il se trouve que c'est le jour de ma naissance, le 28 avril, pas 69. C'est le jour où De Gaulle démissionne à tout jamais du pouvoir. Il a encore un an et quelques à vivre. Il va en Irlande, sur la terre de ses ancêtres, et il va voir Franco, ce qui a beaucoup choqué, à l'époque, Malraux et Mauriac. Donc il a le temps encore de faire certaines choses que personne n'a comprises. Vous êtes un formidable beaucoup de mauvaise foi chez Stéphane Zagdanski, mais ça dépote. Hein. Ça dépote et c'est rigolo et ça se lit très bien. Mais vous riez de vous-même quand même dans toute cette histoire. Oui, bien sûr. Vous exagérez quand même. Hein vous ne croyez pas à tout ce que vous écrivez? C'est un roman, donc il y a du romanesque. Je ne crois pas à tout ce que j'écris, mais j'aime ce que j'écris. C'est-à-dire, je suis dans la joie de vivre. Voilà. Bah, en tout cas, on s'amuse. On va écouter. Adorer comme ça. Eh ben, j'adore. Oui. Mais Marc, je ne sais pas pourquoi je vous appelle tout le temps Marc, hein, mais c'est Stéphane. Stéphane Zagdanski. Qui ne révèle rien. Quand vous avez lu. C'est à cause de Marc Zamansky. Quand vous avez lu Pierre Jean-Rémy. Vous avez retrouvé quand même quelques-uns de vos fantasmes, non? Du tout, mais il décrit très bien, c'est très honnête de votre part de le dire, en effet, de parler de cette absence de fierté. Là, on ne refoule pas la honte. Il faut pas. Et un écrivain qui refoule est un mauvais écrivain, la culpabilité, la honte, y compris le crime. Vous comprenez, on pourrait être un pédophile, si on l'écrit et si on devient Nabokov, qui n'était absolument pas un pédophile, c'est très bien. Mon prochain roman, ce que je veux dire. Il ne faut rien refouler, sinon on n'est pas de côté de la littérature. La littérature est là pour, en effet, soulever les dessous de table et regarder ce qui se cache sous la table, ouvrir les placards et en faire sortir les cadavres, De Gaulle ou Mitterrand ou Pétain, et les faire danser un petit peu. Voilà, oui, mais là, ce ne sont pas des cadavres de Gaulle, ce sont les cadavres de nos amis de tous les jours avec lesquels j'essaie de jouer. Moi, mes amis sont encore vivants, donc je ne vais pas les tuer pour les faire sortir du placard. Ils sont vivants à leur manière, moi aussi ils vivent. J'en ai vu dimanche dernier, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est parce qu'on sourit, mais c'est toute une période, en effet, de massacre. La guerre d'Algérie, je parle. Donc il y a tout de même beaucoup de morts dans les coulisses de ces dîners. Ça, c'est extraordinaire. On va dans un dîner en ville et on entend et on voit les morts hurler. Les morts des gens qui parlent, qui rient, qui sont un peu carnassiers, ce que vous décrivez très bien. Ça, mais il parle bien mieux de mon livre qu'on ne parle de son livre à lui, mais c'est formidable. On en a bien parlé de son livre à lui. Non, que moi je ne parlais de son livre, que je n'avais pas lu d'ailleurs.
À force de lire De Gaulle, vous voyez, je sais bien. Alors, Jean Chalon, les autres personnages, Anaïs Nin? Il y a Anaïs Nin, oui, avec Anaïs Nin, ça a été surtout une correspondance, et puis elle est venue une seule fois d'ailleurs dîner à la maison. J'habite à Paris, le village des Batignolles, et à la fin... Anaïs Nin, donc c'était l'égérie de Henri Miller, justement, et elle a voulu... Henri Miller, donc très porté sur le sexe, voilà. Et sur les femmes d'ailleurs. Et elle a voulu, à la fin, elle m'a dit, je vais te demander un service. Alors c'était 11h du soir, moi je suis un couche-tôt, 11h du soir, c'est 4h du matin pour ça. Qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, on va aller avenue de Clichy, je vais essayer de retrouver la maison où je retrouvais Henri Miller. Et on n'a pas retrouvé la maison où elle retrouvait Henri Miller. Vous aimez, vous, Anaïs Nin, Michel Del Castillo? Non, je ne l'aime pas. C'est pas un jugement. Je sais parce que j'ai lu le livre. Il n'aime pas Anaïs Nin. Ah, mais c'est pire que ça, je déteste ça, je vomis ça. Alors c'est une littérature qui ne me sort pas. Mais je ne dis pas c'est mauvais, je déteste ça. Pourquoi ça vous sort par les trous de nez? Parce que l'inflation du mois, ces histoires, le sexe, parce que le machin, le sexe, enfin il y a le sexe, et puis parce que c'est pas écrit, parce qu'il n'y a pas de haine qui sous-tend, il n'y a pas de violence, c'est mou, c'est mou. La grande qualité, c'est qu'elle a aimé le corps d'un écrivain. Et ça, c'est toujours merveilleux d'aimer qu'on soit un homme ou une femme. Le corps même d'un écrivain, à égalité avec son écriture. Jean Chalon, si vous me permettez. Bonjour Louise, la première fois qu'elle me fait dîner avec Malraux, alors on avait préparé, elle me dit, tu diras bonjour monsieur le ministre et tout ça. Et je dis, Louise, tu as lu La condition humaine? 3 pages, rasoir, elle me fait. Et oui, excusez-moi, je suis un petit peu obnubilé ces temps-ci, mais vous parlez de De Gaulle, vous citez De Gaulle à un moment, et vous citez Debré qui sort de sa fameuse interview de Gaulle, et vous dites que c'était religieux, c'est un dévot. Michel Droit. C'est Michel Droit, pardon, oui, beau lapsus, voilà, Michel Droit, c'était aussi un autre gaulliste. Et vous parlez en effet de dévotion et de religion, de religiosité, d'admiration religieuse pour De Gaulle. Dont vous vous moquez d'ailleurs, avec raison. Michel Droit transfiguré. Eh ben, je crois que ce sera le mot de la fin. Pour Michel Droit, oui. Hein? On va se retrouver pour la bibliothèque idéale. Ah ben, ce sera aussi une bibliothèque idéale nostalgique avec Hugo Frey. Hein? Oh et ICO. À tout de suite.